Spoiler, on connaît déjà le grand vainqueur de cette Coupe du Monde. Ouais, je vous jure. Et il est bien dégueu, le racisme. Si je vous dis Kylian Mbappé, Quinton Timber, Omar Abdulkadir Artan. Non, ils jouent pas dans la même équipe, en fait ils occupent même pas le même poste. Mais chacun d'entre eux a été victime de propos ou d'actes racistes en marge de la Coupe du Monde. Et c'est malheureusement loin d'être les seuls. Ok, mais pourquoi autant de racisme à la Coupe du Monde ? Moi c'est Romain, et dans ce format, pourquoi ? On se pose pas mal de questions que vous vous posez peut-être aussi, ou pas. En tout cas, le but, c'est de donner du contexte. Aujourd'hui, sur cette Coupe du Monde, où il y a eu pas mal d'actes de propos racistes. Peut-être le cas le plus médiatique, celui de Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus. Début juillet, après le match France-Paraguay, il a été pris pour cible par la sénatrice paraguayenne Céleste Amarilla. Voici ce qu'elle a publié sur son compte X. Évidemment, ça a suscité l'indignation en France. Mbappé a répondu et qualifié la sénatrice de femme méprisable et indigne de sa fonction. Il a été soutenu par le gouvernement et par la Fédération française de foot qui a porté plainte. Une enquête a été ouverte pour injure publique et provocation à la haine ou à la violence à caractère raciste. L'affaire a fait réagir jusqu'à l'ONU, qui a dénoncé des propos racistes et déshumanisants, tout en rappelant que c'était pas un cas isolé. Oui, parce que si on reste sur l'équipe de France, l'ancien Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, lui a aussi tenu ce genre de propos. Bon, là, on parle de cas où des personnalités s'expriment, voire capitalisent sur ces commentaires racistes à des fins politiques. Mais le racisme peut être présent partout, dans les stades, sur les réseaux sociaux. Ces 3 joueurs de l'équipe des Pays-Bas ont reçu tellement de messages à caractère raciste après la défaite de leur équipe sur leurs réseaux sociaux qu'ils ont dû désactiver les commentaires. Pourtant, là-dessus, l'organisation, donc la FIFA, a mis en place toute une campagne pour éviter que ce genre de choses se produisent. Concrètement, que fait la FIFA ? Speak out against racism every time. Sure. Ça, c'est la campagne No Racism, mise en place par la FIFA pendant la Coupe du Monde au Qatar, en 2022. Ça consiste en plusieurs choses. Sur les réseaux sociaux d'abord, la Fédé a créé un service qui modère les commentaires en ligne pour protéger les joueurs, les équipes et leurs abonnés. Et le bilan cette année est alarmant. Pendant la phase de groupe, ce service a identifié 89 000 commentaires injurieux, dont plus d'1 sur 10 à caractère raciste. C'est 3% de plus que pendant la dernière Coupe du Monde. Ensuite, sur le terrain, il existe une procédure en 3 étapes. En cas de discrimination raciale, un joueur, un officiel ou un arbitre peut faire ce signe de croix. L'arbitre peut alors interrompre le match et demander la diffusion d'une annonce publique. Et si les comportements racistes continuent, il peut carrément décider d'arrêter le match définitivement. Bref, c'est récent et partiellement efficace. Parce que là, on parle de la Fédé internationale. Mais cette prévention, cette lutte contre le racisme, c'est un travail qui doit être fait partout, tout le temps, pas juste en amont de la Coupe du Monde. Il faut que ce sujet soit pris à bras-le-corps par l'ensemble des fédérations. Il faut peut-être que la FIFA communique encore davantage sur la procédure à suivre quand il y a un incident raciste et antisémite qui a lieu sur la pelouse. Bon, et faut pas oublier que si le racisme est autant présent, visible, c'est aussi parce que la Coupe du Monde se passe notamment aux États-Unis, gouvernée par Donald Trump qui multiplie les mesures xénophobes. Ok, de quel contexte parle-t-on ? Cet homme, c'est Omar Abdelkadir Artan. Il a été élu meilleur arbitre du continent africain en 2025. Il devait officier pour des matchs de la Coupe du Monde. Sauf qu'il vient de Somalie, ce pays sur la Corne de l'Afrique. Et que la Somalie fait partie des nombreux pays soumis à des restrictions de voyage par les États-Unis. Concrètement, il n'a pas eu le droit d'entrer aux États-Unis et a dû renoncer à aller à la Coupe du Monde. Ces restrictions, comme des demandes de visa coûteuses, longues à être approuvées, elles ont concerné des joueurs, des supporters, souvent africains. Ça, c'est pour les mesures officielles. Mais il y a aussi des formes de racisme plus insidieuses. Par exemple, aux abords des stades, au moment des contrôles de sécurité. Sur TikTok, on a pu voir ce genre de vidéo où les supporters égyptiens, sur la gauche, semblent être les seuls à être fouillés, pendant que les supporters argentins, à droite, semblent entrer directement dans le stade. Typiquement, ça, c'est une forme de racisme ordinaire, intériorisé, qu'il faut encore déconstruire. Et c'est pas la seule dans le foot, selon ce sociologue. Il y a un certain nombre de travaux en Europe qui ont montré notamment que dans les commentateurs sportifs, on avait encore cette tendance à assimiler des compétences physiques, sportives, corporelles davantage à des joueurs noirs et des compétences, on va dire, techniques, de management, de leadership à des joueurs blancs. Quand les commentateurs font ça, il y a fort à parier qu'ils ne sont pas dans une démarche raciste, intentionnelle, idéologique,
mais ça montre que des schémas qui ont été fabriqués ont imprégné en fait des consciences jusqu'à aujourd'hui. Bref, vous avez vu, il y a eu pas mal de cas de racisme pendant cette Coupe du Monde. Ça, malheureusement, c'est pas nouveau, même si l'organisation fait de la prévention en amont et pendant la compétition. Cette année, ces cas sont particulièrement visibles, étant donné que la compète a lieu notamment aux États-Unis, dirigée par Trump. Et plus globalement, il reste encore du travail pour déconstruire le racisme ordinaire, mais aussi l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie dans le sport. Je m'arrête là, mais vous, dites-nous ce que vous en pensez. À plus!